des questions de trouble dans Récidive 1938. On lit souvent qu'on est en train de revivre, qu'il y a un retour aux années 30, à l'avant-guerre. Vous parlez de récidive. Récidive, c'est très fort parce que c'est un terme médical. Souvent, lorsqu'on est malade et qu'on fait une rechute, on parle de récidive. Les récidives, c'est justement pas un retour à l'identique, parce que souvent, quand on dit c'est le retour aux années 30, évidemment, on s'attend à avoir des chemises brunes dans la rue, à avoir vraiment des discours, pour le coup, vraiment fascistes, auxquels nous n'avons pas droit de manière explicite, je dirais. Une récidive, c'est le même mal, mais quand même à deux périodes différentes du corps, ce qui fait que les symptômes, la manière dont la maladie se révèle, éventuellement d'ailleurs le terme de la maladie, ne sont pas les mêmes. En revanche, c'est le même mal. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée, c'était quand même d'essayer d'aller voir, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, on parle beaucoup des années 30 aujourd'hui, soit pour dire que ça n'a rien à voir ce qu'on vit, soit pour dire que ça en est la reproduction. Et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de se focaliser un tout petit peu sur ce qui s'est passé en France, en tout cas dans ces années-là. Et c'est comme ça que je suis tombé sur 38. Je suis très content de vous recevoir, Mickaël Fossal, parce que pour moi, vous êtes le philosophe de l'inconfort. Vous expliquez que l'inconfort, c'est quelque chose qu'on doit ressentir pour savoir expliquer l'époque, qu'on a besoin d'inconfort pour être capable de se poser des questions, qu'on a besoin d'inconfort même dans sa vie personnelle, même dans une situation amoureuse, pour pouvoir faire le point. Quel inconfort vous ressentez lorsque vous regardez l'actualité ? Justement, l'inconfort que je ressens, il y en a deux formes. La première, c'est que j'arrive pas tellement à nommer ce qui nous arrive. Tout le monde dit que nous sommes dans une situation de crise, qu'il y a une montée des populismes, qu'il y a une opposition aujourd'hui entre ceux qui sont progressistes, ceux qui sont nationalistes. On emploie tous ces termes. Et pour toute une série de raisons, ils me paraissent pas tout à fait convaincants. Donc le premier inconfort, c'est celui qui fait qu'on essaie de faire un peu de philosophie ou autre chose, de l'histoire, mais en tous les cas, qu'on aimerait bien appeler les choses par leur nom. Et puis ensuite, l'inconfort, vous l'avez dit, c'est une vertu, en tout cas l'inquiétude. C'est-à-dire que moi, je me méfie aussi de ma propre propension à considérer que tout ce qui se passe est légitime, que tout ce qui se produit est acceptable. Et donc, je pense que la philosophie en général, en tout cas moi, ce que j'essaie de faire, si on peut appeler cela philosophie, consiste à produire de l'inquiétude, là où en règle générale, on a tout de même le sentiment ou la tendance à accepter des choses qui, en fait, vous savez, c'est comme là, vous parliez tout à l'heure des bruits qu'on ne supporte pas d'entendre. Il y a aussi des choses, des phrases, des formules qui vous frappent et par rapport auxquelles on aimerait bien pouvoir quand même répondre, en particulier tout ce qui touche aujourd'hui à la crise des migrants, au fait de ne pas accueillir ceux qui demandent refuge en France. Moi, ça constitue, pour des raisons diverses, pour moi, quelque chose comme... Et vous faites un parallèle terrible avec 1938, année des accords d'Évian. Il y a eu les accords d'Évian qu'en général on ne connaît pas, enfin que moi je ne connaissais pas avant d'avoir rencontré cette année-là. Il faut rappeler qu'en 1938, la France a abandonné à l'Allemagne la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Et donc Hitler se retrouve, si je puis dire, avec des juifs, des centaines de milliers de juifs supplémentaires auxquels il applique immédiatement sa politique antisémite. Et donc, ces Juifs demandent l'accueil naturellement à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis. Et il y a une conférence à Évian pour savoir ce que l'on va faire d'eux. Et le résultat de cette conférence, c'est que nous n'accueillerons plus un seul Juif supplémentaire. Et évidemment, là, il y a un écho direct parce que qu'est-ce que ça va produire comme effet ? Il y a un bateau, entre autres le Saint-Louis, qui va partir d'Allemagne, rempli de Juifs qui demandent refuge et qui se verra refuser l'accès aux ports français, anglais et américains. Autre parallèle saisissant. 1929, premier crash boursier, et aujourd'hui on est 10 ans après le crash boursier de 2008, et vous dites que le fait de vivre un crash boursier impose une nouvelle doctrine, qui est la doctrine du libéralisme, et que finalement, pour vous, Emmanuel Macron, Manuel Valls, ou peu importe, c'est des gens qui n'ont pas spécialement d'idéologie, et qui sont guidés par ce libéralisme. Ce qui est très marquant, c'est qu'effectivement, le point commun, c'est qu'on est 10 ans après une crise générale du capitalisme, 2018, 2008, 29, 38, et que les mesures qui sont prises, en tout cas en France, économiques, sont des mesures qui, bien loin de remettre en cause, ne serait-ce que de manière minimale, les causes de la crise, c'est-à-dire finalement la dérégulation, vont aller de plus en plus dans cette direction-là. En 1938, il y a vraiment une politique économique et sociale qui est de nature ultralibérale. Et donc, on est en pleine crise du libéralisme et on adopte les solutions du libéralisme. Moi, je ne suis pas économiste, pas plus qu'historien. Cela dit, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quels sont les effets sur la démocratie de ce type de mesures. C'est-à-dire qui, évidemment, provoque dans un premier temps l'explosion des inégalités, la montée du chômage qui a lieu en 1938, et qui fait que petit à petit, en tout cas c'est comme cela que je l'ai ressenti en lisant la presse de manière quotidienne, si je puis dire, de l'époque, petit à petit, la démocratie perd de son caractère désirable.
On est dans un contexte où évidemment monte cette opposition entre fascisme ou totalitarisme et démocratie. Bientôt la guerre va éclater et les Français cherchent des raisons de défendre la démocratie. Et en fait, malheureusement, ça explique peut-être ce qui va se passer 2 ans plus tard, en 40, le désamour pour la démocratie commence à percer cette année-là. Quand on voit ce qui s'est passé aux européennes, ou même ce qui se passe pendant la crise des Gilets jaunes, il y a quelque chose, c'est que ce que les élites appellent le peuple, en tout cas, n'est pas dupe. Pour eux, on ne peut pas leur opposer le besoin de démocratie et la violence du libéralisme. Et on ne peut plus dire la démocratie vous sauvera de l'extrême droite. Parce que pour eux, le pouvoir est tout aussi violent et le libéralisme est tout aussi violent puisqu'ils le subissent. Vous avez raison. Et c'est bien le problème, c'est qu'on présente comme une alternative ou bien la politique économique et sociale telle qu'elle est menée, ou bien le nationalisme, et il n'y a pas de troisième voie possible. Ce qui, à mon avis, n'est pas une alternative, mais en tout cas en 38, je ne veux pas faire de pronostics sur le futur, surtout s'ils étaient trop négatifs, mais ce qui en 38 s'est révélé être un marchepied. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, si on ne donne aux citoyens que comme perspective l'aggravation de leurs conditions sociales et économiques d'un côté, et puis la remise en cause quand même de nos libertés de fond, pour une raison évidente, les raisons qu'ils auraient de ne pas voter pour les partis qui sont par ailleurs extrêmement autoritaires, ça me nuise. D'une certaine manière, le désir pour la liberté et le goût pour l'égalité vont ensemble. Ce sont les deux jambes de la démocratie. Si on trahit l'égalité au nom de la liberté ou réciproquement, on affaiblit ce qu'on est censé défendre. Quand on parle de récidive, j'aimerais qu'on se tourne vers l'Italie. Émilie. Oui, bien sûr. Il y a certains leaders qui invoquent leurs prédécesseurs avec beaucoup de nostalgie. Évidemment, Matteo Salvini, le vice-premier ministre italien, multiplie les références à Mussolini le mois dernier. Alors qu'il était en tournée électorale, il prononçait un discours depuis le balcon de l'hôtel de la ville de Forlì où Mussolini avait assisté à l'assassinat de jeunes résistants. Et en juillet dernier, le jour de l'anniversaire de l'ancien dictateur, il tweetait « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur ». Formule évidemment Mussolini. Pendant longtemps, moi-même, je résistais à la formule retour des années 30 parce qu'elle apparaissait comme, au fond, simplement anachronique d'un point de vue historique. Il faut dire que maintenant que le principal dirigeant d'un pays frontalier comme l'Italie, effectivement, revendique cet héritage-là, les choses commencent à devenir un peu préoccupantes. J'ai une question super simple. On parle de retour aux années 30. On arrive dans les années 20. Qu'est-ce qui nous attend ? Ce qui nous attend, je dirais, c'est ce qui se produit en ce moment en Italie si nous ne faisons rien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de faire un détour par l'histoire. Précisément, en Italie, Salvini, il vient de Renzi, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire de politiques qui ont quand même désespéré Biancourt, comme on disait autrefois, c'est-à-dire désespéré une grande partie de la population, qui s'est retournée vers des solutions qui sont des solutions qui, pour nous, apparaissent et à bon titre moralement inacceptables. Renzi avait généré les mêmes espoirs qu'Emmanuel Macron. Oui, c'était le renouveau, c'était l'idée quand même qu'il y aurait un nouveau monde par rapport à une politique italienne complètement en crise et bloquée. Peut-être a-t-il fait d'ailleurs ce qu'il pensait devoir faire, mais le résultat, c'est qu'il a quand même contribué, je crois, pas seulement lui évidemment, mais il a contribué à cette idée que la démocratie était un obstacle à l'efficacité. Et en fait, il ne s'agit pas de dire que Salvini est directement fasciste, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, présente dans son discours cette espèce de facilité consistant à dire les mesures autoritaires, en particulier sur la question migratoire, vont pouvoir apporter au peuple plus de satisfaction que le respect de l'état de droit. Donc je ne fais pas de pronostic, il suffit de faire un diagnostic du présent pour se rendre compte, je crois que nous vivons dans une période où la fin aussi de la mémoire, de ce qui a accompagné ces années-là, c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer à mon humble niveau de relancer une mémoire qui a quand même constitué le consensus pour la démocratie après la Seconde Guerre mondiale, et une mémoire qui s'érode, parce qu'il est évident qu'un dirigeant italien, il y a 10 ans, même le plus extrémiste, n'aurait pas osé faire de telles références, parce qu'il y avait encore vivace le souvenir de ce qu'ont produit ces dirigeants.